Bonjour, vous l'écoutez tous les matins sur Europe 1, où elle présente la revue de presse depuis maintenant une saison, c'est ça, hein? Oui. Natacha Polony, bonjour. Bonjour. Et on la retrouve également chez Laurent Ruquier tous les week-ends dans On n'est pas couché. Depuis combien de saisons? Je ne sais plus, j'ai regardé. Là, c'est la deuxième. Même saison. Alors, j'ai regardé votre fiche Wikipédia, on a parlé il y a un instant, qui n'est pas tout à fait exact. Il faut faire attention. Non, les fiches Wikipédia sont faites par des gens qui n'ont vraiment que ça à faire, mais qui ne sont pas forcément tout à fait compétents, voire même pas forcément tout à fait bienveillants. Enfin, il y a des trucs très curieux. Alors, de la radio et de la télévision, quels sont les deux médias? On va commencer par ça, qui vous sied le moins, qui vous plaît le plus ou moins? Où est-ce que vous êtes plus heureuse et plus à l'aise aujourd'hui, à la télé ou à la radio? C'est très difficile à dire, parce que ce sont deux exercices différents, mais j'ai la chance d'être dans deux exercices où j'ai une liberté totale. Alors, j'ai appris à utiliser l'outil de la radio, ce que je ne maîtrisais pas au début, hein, donc j'ai tâtonné un petit peu. Maintenant j'adore ça, enfin, c'est vraiment un plaisir. En même temps, chez Laurent Ruquier, c'est fabuleux aussi. Mais c'est une rareté en télé. Parce qu'on ne peut pas dire que ce soit la télé en général qui soit comme ça. L'émission de Laurent Ruquier, elle a une spécificité. C'est le temps long et la liberté absolue dans la façon dont on pose les questions. Ça, c'est pas la télé en général, c'est on n'est pas couché. Très à part, oui. Oui, oui. Et une revue de presse, ça se construit de manière très, très particulière. Yvan Leveil en avait fait même une chronique. C'était vraiment même un petit bijou à l'époque. On était sur Intérieur sur Europe 1. Comment vous la construisez? Comment vous l'envisagez? Comment vous l'imaginez tous les matins? Alors, comme déjà, une petite histoire que vous allez construire ou simplement par une juxtaposition de titres que vous glanez ou putinez sur la presse? Comment vous la faites? C'est en général quelque chose qui se déroule en effet comme un raisonnement, qui nécessite quand même une lecture très très approfondie parce que je m'oblige à citer des titres qui ne sont pas forcément très attendus. Bon, évidemment, mon plaisir, c'est quand je peux citer Le Chasseur français ou des trucs comme ça, ou des sites internet improbables. Bon, il y en a des très intéressants. Rajmag, par exemple, qui est un site qui se réfère à Clémenceau, que j'adore. Enfin bon, voilà, l'idée c'est ça, c'est de partir de différents sujets, de les articuler autour d'un raisonnement, autour d'une vision de l'actualité, d'ajouter une touche d'ironie, une touche d'humour à la fin un peu plus légère. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des choses posées les unes à côté des autres. Il y a toujours un rappel dans chaque sujet de ce qui a pu être dit dans les sujets précédents ou un lien que l'on perçoit plus ou moins. Et puis surtout, c'est quelque chose qui est très écrit, une revue de presse. Ça nécessite là aussi de maîtriser parfaitement chaque mot pour que l'auditeur puisse entendre une musique. Et vous dire une musique, effectivement, il y a un récit en tout cas, oui. Oui, un récit. Et en même temps, je trouve qu'il faut que ce soit plaisant, donc que ce soit beau, que ce soit une belle langue. Donc j'essaye de faire ça. Vous avez longtemps travaillé au Figaro, donc vous avez un regard maintenant un peu extérieur sur ce métier, sur la presse écrite. Vous l'avez trouvé de bonne qualité, en général, vous qui la parcourez tous les matins, et Dieu sait assidûment. C'est compliqué. Ça a changé. Enfin, j'ai passé encore plus de temps à Marianne. J'ai fait 7 ans à Marianne, 3 ans au Figaro, ce qui est très différent d'ailleurs dans un hebdo, un quotidien. Et quand on la surplombe aujourd'hui à la place où vous êtes, on n'a pas le même regard. Je trouve qu'elle ne va pas très bien. C'est-à-dire que je pense qu'il y a réellement une crise de la presse qui ne sait pas si elle doit choisir entre l'investigation pure qui se prétendrait objective ou au contraire une presse d'opinion. Elle ne sait pas apporter suffisamment un regard qui soit un regard, j'allais dire, objectif et en même temps qui prend position. Parce que moi, je crois que c'est ça. Il me semble que les gens attendent dans la lecture de la presse. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de leur donner. C'est-à-dire prendre parti sans être jamais de parti pris. C'est-à-dire qu'on peut critiquer de tous les côtés. On essaye de lire l'actualité à l'aune de certaines valeurs, de certaines conceptions que l'on affiche honnêtement. Et comme ça, les gens savent d'où on parle. Et comment on fait pour ne pas rester sur la ligne de crête? C'est toujours compliqué. La tentation, quand même, est toujours là. En tout cas, surtout chez vous, qui est connu pour quelqu'un qui a avoir des convictions quand même assez affirmées, assez ancrées. Oui, toujours respecter l'auditeur, c'est pas simple aussi. Bien sûr, mais en même temps, il me semble que j'y arrive tout simplement parce que si vous arrivez à me situer réellement exactement politiquement, voilà, je ne pense pas être totalement attendue. Oui, c'est vrai. Donc ça évite justement, je ne suis d'aucun parti, je ne soutiens aucun clan. En fait, c'est ça le pire, c'est de croire qu'il y a un camp du bien et un camp du mal. Je crois qu'en France, la vie politique est malheureusement restée aux guerres de religion, c'est-à-dire que l'autre est forcément un salaud et il est dans le camp du mal. Ça, je crois que c'est ça qui est en train de nous tuer. Mais parce que la profession est également un peu connotée et parce que les Français estiment effectivement que les journalistes en général, la classe journalistique, entretient des liens de connivence avec les élites entre guillemets. Non, mais ce qui est vrai. Alors, pas de la part des journalistes de base, mais de la part des patrons de presse et d'une
grande part des journalistes politiques, pour des raisons qui s'expliquent d'ailleurs, parce que quand on a passé 20 ans à suivre tel ou tel parti, forcément ça crée des liens, mais il y a évidemment une consanguinité, il y a quelque chose qui modifie le regard. Et moi j'ai grandi dans le journalisme avec Jean-François Kahn, qui est quand même le seul patron de presse qui passait sa vie en province à aller rencontrer ses lecteurs. Mais ils ne sont pas très très nombreux, malheureusement. Alors comment on fait qu'on a un DEA de poésie, une licence, vous êtes agrégé aussi de lettres modernes, et pour arriver chez Laurent Ruquier un matin? Quel mystère êtes-vous arrivé sur le plateau de Laurent Ruquier? Est-ce que c'est lui qui est allé vous chercher d'abord personnellement? Oui, c'est le hasard, c'est tout simplement qu'au fur et à mesure, déjà j'ai quitté l'université parce que je craignais justement de ne pas être totalement utile. C'est-à-dire, j'adore la poésie, mais j'avais besoin quand même de sentir que je participais au monde. Ensuite, j'ai démissionné de l'éducation nationale, je me suis retrouvée d'abord en politique, puis j'ai laissé tomber la politique, j'ai fait du journalisme et j'ai écrit des livres. Et en fait, ce sont ces livres qui m'ont fait inviter sur des plateaux de télé. Il faut être honnête, la télévision a besoin de femmes. Donc j'ai eu la chance d'arriver au bon moment. Oui, on va en parler un peu plus tard, mais il n'y a pas que ça non plus. Vous avez une personnalité quand même très à part dans ce milieu-là. Vous apparaissez, vous êtes un visage neuf aussi. Il faut quand même être lucide. Oui. Je ne suis pas sûre que je serais là, que je serais à la place où je suis, si je n'étais pas une femme. Je le dis honnêtement. Et donc, je me suis retrouvée invitée parce qu'il y avait peu de femmes éditorialistes qui parlaient de tous les sujets. Et j'ai été repérée petit à petit. Frédéric Tadei m'a invitée assez souvent dans On n'est pas couché. Et ensuite, Catherine Barma m'a vue dans Ce soir ou jamais. Elle m'a vue une fois chez Ardisson. Voilà, et elle a trouvé que je pouvais convenir pour le poste. Il faut regarder l'émission auparavant, c'est-à-dire le tandem Nolot-Zemmour. Qu'est-ce que vous en pensiez à l'époque? Et Dieu sait qu'il a été étrillé, critiqué, encensé aussi par ailleurs. Quel regard vous aviez sur cette émission? Moi, j'aimais beaucoup. Je l'ai trouvé excellent. Oui. Quand j'ai su qu'ils ne feraient plus la saison suivante, je me suis dit, mon Dieu, mais on va encore nous mettre des tocards à la place, quelle horreur. Non, ils étaient excellents dans le style. Alors, honnêtement, ils étaient suffisamment identifiés pour qu'on sache exactement qui allait dire quoi sur tel sujet. Mais c'était d'abord deux personnalité extrêmement cultivée, ce qui est rare en télévision, et avec en plus un sens à la fois de la polémique et du spectacle qui forcément marchait très bien. Mais du coup, vous avez voulu y installer un autre ton que le leur. Il y avait forcément un élément de comparaison qui s'est installé ou pas du tout? Non, je pense que dans une émission comme celle-là, on ne peut pas construire quelque chose. Parce que le dispositif est tel qu'en fait, on est obligé à un moment donné de mettre ses tripes sur la table. Donc on est exactement conforme à la façon dont on est construit. Donc moi, pour ma part, je ne pourrais jamais faire du Zemmour, du Nolot. Non, pour une raison très simple, c'est que j'ai une forme d'esprit qui fait que je vais avoir une façon un peu plus posée de dire les choses, que mon côté prof universitaire fait que j'ai tendance à faire des phrases longues. Enfin voilà. Oui, j'allais vous dire ça, parce qu'en même temps, on a reproché aussi à Nolot et Zemmour leur manque d'empathie à l'égard des gens qu'ils invitaient, qu'ils avaient en face d'eux, côté un peu quand même inquisiteur, quand même des deux personnages. Ça, vous l'avez ressenti, ou est-ce que vous avez tranché un petit peu dans la forme? On vous sent quand même plus ronde, entre guillemets, plus à l'écoute quand même des invités qu'il ne l'était à l'époque. C'était quand même plus rude, j'ai trouvé à l'époque, non? Oui, mais alors là, il y a des questions aussi de positionnement. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans l'émission, au tout début, j'y allais un petit peu façon mousquetaire, parce que ça a toujours été ma façon de faire. C'est-à-dire que je me suis jamais demandé si j'étais un homme ou une femme. Moi, je rentrais dans le débat. Et je me suis aperçue qu'à l'écran, de la part d'une femme, en tout cas c'est les remarques que j'ai eues, c'était extrêmement violent. Je passais pour une harpie. Donc j'ai appris à dire la même chose avec le sourire, de façon un peu plus ronde. Voilà. J'ai compris qu'en plus ça fonctionnait beaucoup mieux. On va regarder un extrait avec Alain Minc, vous allez voir, et c'est vrai qu'on est pile dans le sujet. Là. Regardez. L'Europe leur interdit donc aux pays européens la nostalgie et le retour en arrière, parce que c'est mal la nostalgie chez Alain Minc. Elle mêle dans une alchimie inattendue leur passé, leur présent et leur avenir. Un miracle? Oui, un vrai miracle. Voilà, vous avez lu le livre d'Alain Minc. La seule chose, c'est qu'un vieil auteur sait quand un livre est lu ou pas lu. Alors vous ne l'avez pas lu. Le problème, c'est que... Vous êtes ennuyé, mais c'est votre liberté. On ne peut pas à la fois défendre les caricatures Charlie Hebdo au nom de la liberté et vous priver de votre liberté de vous ennuyer avec mes bouquins.
toutes les choses sont dites, là, toutes les choses sont dites, mais avec le ton, avec la forme. C'est merveilleux d'ailleurs. C'est vrai, vous avez raison. Revenir au propos précédent, vous dites les choses, mais elles sont dites, et on voit que Mank, quand même, est très mal à l'aise dans cette séquence-là. D'autant plus que le seul argument qu'il trouve, c'est du coup, vous n'avez pas lu mon livre. Et ça a été coupé, mais je lui montrais le livre entièrement annoté, évidemment. Mais ça veut dire en effet qu'il était très mal à l'aise, parce qu'il fait partie de ces vaches sacrées qui ne sont jamais critiquées en télévision. Et l'avantage d'une émission comme On n'est pas couché, c'est justement qu'il y a une totale liberté. On peut rentrer dans la figure d'Alain Minc ou de n'importe qui d'autre. Et c'est vrai que quand je le fais, je ne me pose pas la question de savoir qui est Alain Minc. Je le fais en fonction de ce que je pense, moi, être juste. Et comment ça se passe en coulisses? Qu'avant l'émission, Alain Minc et vous aviez une discussion, même sur le bouquin lui-même, ou pas du tout? Pas du tout, et c'est ça l'avantage. C'est pour ça que ça marche. Ça vous interdisez effectivement d'avoir une relation avec l'auteur. On ne croise jamais les invités. Oui. Jamais. Parce que justement, là aussi, c'est une question de dispositif et c'est formidable. D'abord, c'est Laurent Ruquier qui est la puissance invitante. Donc les chroniqueurs peuvent dire ce qu'ils veulent. Laurent, lui, invite des gens qu'il a envie de voir, pour les films, toujours des films qu'il a aimés, et qu'il va défendre. Mais nous, du coup... Jamais. Vous n'avez jamais une proposition d'un auteur ou d'un bouquin, d'un livre, où vous dites à Laurent, écoute, j'aimerais bien que... On peut suggérer une idée, voilà, ça peut arriver. J'ai trouvé tel livre intéressant. Enfin, en général, c'est pas le cas. Oui. Mais moi, j'évite au maximum ce genre de choses, justement parce que je veux garder ma liberté absolue et que je préfère ne pas croiser les gens avant, évidemment, parce que d'abord, je suis pas une méchante. Donc, si j'ai croisé quelqu'un avant, qui a une empathie, forcément, quand on discute avec quelqu'un, après, on ne peut plus tout à fait lui dire les choses de la même façon. Et puis, parce que face à des invités politiques, moi, j'estime qu'il est extrêmement important de garder une distance. Donc on ne les croise ni avant ni après. Et Minc, après, du coup, ça s'est passé comment? C'est un point de détail. Il sort du plateau une fois qu'il a fini. C'est ça l'avantage. L'invité politique, lui, il arrive une fois que les chroniqueurs sont déjà en plateau et il repart, les chroniqueurs sont encore en plateau. On ne le croise pas. Donc liberté totale de ton, de parole. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez retenu comme meilleur moment sur la saison qui va s'écouler là? Il y a eu des grands moments que vous regrettez, ou des moments auxquels vous avez pris un immense plaisir, parce que l'invité est au-dessus de la moyenne et parce que l'échange entre vous et lui était d'une toute autre nature. Il y a déjà si on fait un peu de rétroviseur, un peu de flashback là, sur les saisons qui s'écoulent, il est bientôt fini d'ailleurs. Il y a eu des moments, des moments que j'ai aimés. Moi, j'adore débattre, par exemple, il y a eu une ébauche de débat sur la morale de Kant avec Michel Onfray, parce que je trouve que c'est un sujet fondamental. Si on creuse vraiment ça, en fait, on voit qui il est, parce que c'est sur la question de savoir si, au fond, l'être humain est bon, s'il y a une possibilité d'action désintéressée. C'est là qu'on voit le fond de sa pensée. Bon, on peut arriver à ce genre de débat, même dans une émission qui est une émission grand public, une émission qui n'est pas littéraire, philosophique. Et ça j'aime beaucoup. À côté de ça, il y a des moments d'amusement, des moments de spectacle qui sont aussi intéressants. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance à préférer quand il y a du débat, quand on peut comment dire, attaquer de front certains sujets qui me semblent essentiels. Donc c'est vrai que j'ai tendance à préférer les invités politiques. Vous disiez l'avantage d'être une femme dans ce métier peut-être, bien que France Télévisions a toujours essayé de monter, entre guillemets, des émissions culturelles, notamment avec des femmes depuis 1 ou 2 ans. C'est pas forcément toujours une réussite. Est-ce que vous avez proposé, vous, de réaliser vous-même une émission, de la présenter, d'avoir votre émission, votre plateau sur une chaîne, sur France 2 ou sur une autre d'ailleurs? Non, écoutez, pas pour l'instant. S'il y a une proposition, je dis ça avec grand plaisir. En même temps, ça répond totalement à votre profil. Vous êtes quelqu'un qui est parfaitement fait pour ça. J'adorerais, je ne sais pas si je serais bonne, mais moi j'adorerais en tout cas, et je trouve qu'il y aurait des tas de choses à faire. On verra bien. Pour l'instant, on n'est pas couché, et c'est vrai que je ne pense pas avoir encore fait le tour totalement de ça, et ça m'apprend toujours des choses. Donc, mais à terme, évidemment que c'est ça qui m'intéresserait, et que je pense qu'il y aurait vraiment des beaux projets. Mais vous me disiez tout à l'heure en antenne que vous appreniez encore toujours aujourd'hui avec Ruquier, que ce n'est pas fini votre apprentissage entre guillemets sur ce plateau. On ne voit pas où, parce que vous semblez quand même être parfaitement rodé quand même à l'exercice aujourd'hui. On ne l'est jamais. D'abord, à chaque émission, je me refais le match après et je me dis là, j'ai manqué d'esprit d'à propos, là, j'aurais dû être plus direct, là, j'aurais dû intervenir et je ne l'ai pas fait. Enfin, il y a des tas de moments. J'ai été, par exemple, c'est vrai que j'étais un peu malade, mais l'émission avec Vincent Payon, je regrette énormément de ne pas avoir été justement, de ne pas avoir su l'arrêter suffisamment. Je trouve qu'on est resté à la surface
passe des choses. Bon, voilà, la prochaine fois, je ferai mieux. Est-ce qu'il y a une répartition des rôles entre vous et Émeric Caron? Vous êtes chacun effectivement totalement libre de votre propos, je sais, on le sait, mais est-ce que dans la mise en scène, dans la scénographie de l'émission, il y a avant l'émission une sorte de scénographie de l'ensemble? Pas du tout. On ne se coordonne pas avant l'émission, on se voit 5 minutes, qu'est-ce que tu as pensé du bouquin, est-ce que tu as aimé, pas aimé, c'est tout, histoire d'avoir vaguement une idée. Et c'est surtout Laurent qui nous demande ça pour savoir dans quel ordre il passe la parole. Oui, oui. Mais c'est tout. Et en fait, la complémentarité, elle vient du fait que nous avons des parcours différents, que nous avons des personnalités différentes. Donc ça se construit naturellement. Alors c'est devenu une émission qui c'est un passage obligé du monde de l'édition aujourd'hui. C'est qu'il faut être chez Ruquier parce que ça ne pose pas un problème dans leur relation avec les éditeurs et les auteurs eux-mêmes qui y vont sous reculons parce que, par crainte de se faire un peu étriller, en tout cas par les deux chroniqueurs en question, mais parce qu'aussi de l'autre côté, le monde de l'édition les oblige à y aller parce qu'il faut aller chez Ruquier. C'est toute la difficulté de l'exercice aussi, pour vous comme pour les auteurs d'ailleurs, non? Encore une fois, pour nous, ça n'est pas très grave parce que nous ne nous préoccupons pas de ce genre de choses, mais c'est vrai que pour le monde de l'édition, ça révèle d'abord le manque dramatique d'émissions littéraires grand public, ce que je trouve quand même triste pour la télévision française. Et surtout, ça démontre aussi que le monde de l'édition est en train de devenir une forme d'industrie où il s'agit de produire des livres qui permettent à des auteurs de passer à la télé et non pas des livres quand il y a un réel propos. Et malheureusement, c'est parfois, et c'est même de plus en plus souvent le cas, et je trouve ça très dommage. Est-ce que vous avez un auteur ou un invité politique que vous souhaiteriez avoir et sur lequel Ruquier bute depuis des mois pour des raisons qui sont Y? Vous avez comme ça des rêves rentrés d'avoir un auteur ou un Américain ou un Français ou autre d'ailleurs? Non, parce que les auteurs que moi je rêverais de rencontrer, je suis suffisamment lucide pour savoir que c'est ils n'ont pas leur place chez Ruquier. Voilà, c'est pas là que je vais les voir. Donc non, c'est pour ça encore une fois, j'évite de me mêler de la programmation parce que je suis très humble. Je sais que mes goûts ne représentent pas forcément ce qui parlerait au public dont n'est pas couché. Un mot sur les médias sociaux. Vous êtes sur Twitter, ou je sais pas, vous avez un compte Twitter, ça vous oui, intéresse? Je suis. Alors, en fait, c'est totalement contraire à ma culture, oui, j'avoue. C'est pour ça, oui, ça me curieux. Et je m'étais mise sur Facebook à un moment où je travaillais sur un livre qui est toujours en chantier sur le virtuel. Donc je voulais voir comment ça fonctionnait, ce qui s'y passait. Et Twitter, en fait, je m'y suis mise à la demande du patron d'Europe 1 qui trouvait que c'était important tout simplement que je réponde aux critiques qui pouvaient m'être faites et qui parfois étaient des critiques injustes de gens qui n'avaient pas forcément compris. Et il m'a dit qu'il était nécessaire d'être capable de discuter, d'être accessible. Au début, j'avoue que j'étais extrêmement réticente. Oui, parce qu'en 140 à minima, pour vous, c'est quand même une expression un peu quand même minimaliste. Hein, Twitter, oui, c'est ça. Cela dit, on peut le faire façon Bernard Pivot, à des espèces de haïkus. Mais en effet, ça m'a permis sur certains sujets de répondre et de remettre certaines choses à leur place. Il ne faudrait pas que c'est un média quand même qui, dans cette époque, fait beaucoup de mal quand même à la démocratie. Pas la démocratie, c'est un grand nom, mais l'expression publique, parce que c'est quand même lapidaire et difficile. C'est-à-dire que d'abord, ça a levé les pulsions, c'est-à-dire levé les barrières aux pulsions, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ne comprennent plus la différence entre le privé et le public. Or, c'est le fondement de la démocratie, la frontière entre espace public et espace privé. On le retrouve déjà chez Thucydide au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est un truc essentiel. Et deuxième chose, ça mêle l'oral et l'écrit, c'est-à-dire que les gens ont la virulence de l'oral, mais à l'écrit dans des choses qui restent. Je trouve ça parfois extrêmement déplaisant. Il y a surtout une haine parfois qui se développe, qui moi me gêne énormément. Y compris sur le débat sur le mariage pour tous, on va y revenir. Vous avez été mal comprise en tout cas et assez caricaturée également sur Twitter. Oui, mais avant de poursuivre, on va regarder quand même cet extrait de France Inter où vous avez été un peu, je dirais, esquinté par la chroniqueuse de la station.
Oui, c'est un peu tronqué, forcément. Évidemment. Oui, voilà, on prend une citation ici ou là et on ramasse ça et on en fait une chronique, c'est ça? Oui, déjà, il est vrai que le débat en question dans On n'est pas couché était le premier débat qu'on avait sur ces sujets-là, avec Dominique Bertinotti, qui d'emblée partait du principe que quiconque était réticent à cette loi, je ne dirais même pas opposé, parce que j'étais réticente, est forcément un horrible homophobe. Donc ça rendait le débat extrêmement virulent dès le départ. Donc, il était très difficile de mener un raisonnement complexe. Or, c'est une question où il faut rentrer dans les nuances. Alors ensuite, quand on prend deux petites phrases pour venir raccourcir et expliquer qu'évidemment, tous les gens qui se posent des questions sur ce qu'est l'organisation de la filiation sont forcément d'affreux réacs naturalistes, etc. Bon, je sais pas, j'avoue que j'en ai plus qu'assez de ce débat, ou plutôt de ce non-débat. Ça a duré tellement longtemps et ça, je pense que ça n'a pas servi... j'allais dire l'intelligence. Et quand Joseph Massescaron, dans Marianne, estime aujourd'hui que les médias sont largement responsables du climat un petit peu, je dirais, explosif qu'on voit autour de ce fameux débat, parce que les médias aussi ont participé à cette cocotte minute qui est en train de monter en puissance. Vous trouvez que c'est vrai, en pointant du doigt, c'est toujours pareil, la responsabilité des médias en général dans ce débat? Oui, enfin, ça dépend, entendons-nous bien. Joseph Massescaron fait partie de ceux qui estiment qu'en effet, il est homophobe d'être contre cette loi. Donc, je pense que là où les médias ont péché, c'est que moi, à aucun moment, je n'ai vu un média qui ouvrait réellement ses pages au pour et au contre avec une certaine intelligence. On avait des journaux qui prenaient parti et qui étaient chacun dans leur ligne sans jamais essayer de comprendre la complexité des choses. Moi, c'est ça qui m'a frustrée terriblement et j'ai eu l'impression, et je pense que c'est pour ça qu'on en aboutit au climat actuel, j'ai eu l'impression qu'il y avait de part et d'autre un mépris et une détestation de la pensée opposée qui était quand même assez dangereuse. Vous avez défilé d'ailleurs ces jours-ci, vous? Non, je suis agoraphobe. Voilà. Et puis ça ne me viendrait pas à l'esprit parce que, même si je comprends très bien qu'on puisse défiler pour tel sujet, pour tel autre, oui, bien sûr, ça fait partie aussi de la vie démocratique, mais j'avoue que je suis extrêmement réticente justement au slogan. J'ai défilé une fois dans ma vie, c'est quand j'étais prof, c'était contre les réformes du lycée voulues par Claude Allègre, c'est tout. Ça a été ma seule expérience et je l'ai pas très bien vécu parce que je trouvais ça justement d'un simplisme terrible. Terminons sur l'écriture. Vous avez des livres en chantier, vous me disiez. Vous avez 3 livres effectivement en suspens quelque part. D'abord, quels sont-ils et est-ce que vous allez en finir l'un des 3 et à quelle échéance? Pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas. Je suis un désespoir pour éditeur, moi. Il y en a un donc, que je suis en train d'écrire donc, sur la virtualisation de l'être humain. Comment nous avons oublié que l'intelligence se construit par les 5 sens. Et donc dans notre façon de consommer, dans notre façon d'appréhender la géographie, de nous reproduire, il y a une virtualisation qui me semble extrêmement productrice de malheur. Et puis, bon, il y a un livre, je rêve d'une biographie de Flaubert comme écrivain anti-moderne. Voilà, détestant l'industrialisation et ses corollaires. Bon, et puis j'ai aussi le rêve d'un livre avec mon mari Perico Légas sur notre vision des lieux de France et des moments que nous avons aimés parce qu'il connaît la France comme sa poche et voilà. Ça sort de la poésie, ça sort de la poésie. Merci Natacha Polony, merci beaucoup. À vous. Merci à vous.